Super, donc je vais commencer la présentation comme j'expliquais aux gens qui sont déjà sur l'appel. C'est enregistré, donc ceux qui veulent le réécouter par la suite, le partager avec des collègues ou qui le regardent en différé, le matériel va être communiqué par la suite. Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est vraiment de venir parler de comment on peut améliorer les performances des processus d'approvisionnement avec les transformations numériques. Donc, au niveau de la structure, on va parler un peu du contexte actuel, des observations que j'ai faites personnellement avec mes différentes expériences, puis aussi les tendances générales qu'on voit avec des gens avec qui j'ai travaillé, mais aussi dans le marché de façon générale. On va regarder plutôt au niveau des problèmes les plus courants qu'on a observés, puis c'est quoi les solutions qui peuvent répondre à ces problèmes-là. Il va y avoir des améliorations faciles à mettre en place, mais aussi des améliorations technologiques avec certains logiciels qui sont disponibles. On va regarder comment faire en sorte de mettre ces solutions-là en place rapidement puis avoir le plus gros impact possible. Il va y avoir une étude de cas et par la suite, on va faire un résumé là, pour conclure la présentation. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Mon collègue Nicolas va être capable de faire un suivi. On va y répondre soit pendant la présentation ou à la fin. Il y aura un moment pour les périodes de questions. Et si vous écoutez le webinaire en différé, vous pourrez nous communiquer avec nous par courriel. Ça nous fera plaisir de répondre à ces questions-là. Donc, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le président cofondateur de l'entreprise Axia. J'ai étudié avant en anthropologie pour l'étude des communications et de la collaboration, ce qui est assez de mise pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Mais j'ai aussi un background en génie mécanique de l'ETS, puis j'ai travaillé chez Bombardier Aérospatiale en gestion de la qualité des fournisseurs. À travers les dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs grandes entreprises dans différents verticaux, que ce soit en aérospatial, minier, transport, électrification. Puis, dans cette expérience-là, j'ai pu gérer, superviser, même analyser des requêtes, plusieurs milliers de requêtes et le nombre de soumissions associées avec ça. Ça donne une belle vue globale de certains des enjeux qu'on a. J'ai rencontré beaucoup des fournisseurs pour comprendre c'est quoi leur réalité, puis j'ai étudié c'est quoi les meilleures pratiques d'approvisionnement, beaucoup de changements dans les dernières années, beaucoup d'enjeux. Donc, je m'assure de rester à jour à ce niveau-là. Je vais laisser mon collègue Nicolas se présenter. Par la suite, on va continuer. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Nicolas Gauthier. Je suis cofondateur chez Axia, puis au développement des affaires. Mon background de mon côté, c'est plus dans l'industrie manufacturière, principalement en tant que technicien en génie mécanique, mais aussi dans plusieurs rôles de vente, service client. À travers mon expérience chez Axia, j'ai eu la chance de visiter plusieurs dizaines d'entreprises manufacturières à travers le Québec. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'être avec vous pour le webinaire. Puis si jamais il y a des questions, soit pendant la rencontre ou par la suite, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Merci. Merci, Nicolas. Donc, en mise en contexte, on va regarder un peu la matrice de Kraljic, qui est un principe d'approvisionnement qui est étudié à l'université puis en industrie. Juste pour les gens qui s'ajoutent à l'appel, n'hésitez pas à vous, en fait, s'il vous plaît, vous muter si jamais il y a du bruit autour, sinon ça peut déranger les participants. Donc, la matrice de Kraljic, c'est vraiment venir regarder les processus d'approvisionnement selon deux axes. Dépendamment des activités, il y a des pièces, des besoins ou des items qui sont à haut risque et à haute complexité. Et il y a aussi des besoins qui ont un gros impact sur le profil. Tout ce qui est article stratégique, c'est présentement bien géré. Il y a souvent des processus complexes élaborés autour de ça. Ensuite, ce qui est les articles simples, par exemple, du papier, des articles de bureau, l'approvisionnement à ce niveau-là est simple à gérer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est au niveau des articles critiques et des articles à levier. Il y a différentes stratégies à mettre en place pour être capable d'avoir le meilleur impact. Quand on parle d'articles critiques, c'est lorsque, par exemple, on pourrait avoir une pièce sur mesure, une braquette, par exemple. Le prix ne va pas nécessairement être super élevé, mais si on n'a pas cette pièce-là, il est possible qu'on ne soit pas capable de livrer le produit fini. Donc, ça a un gros impact sur les opérations. Puis au niveau du profit, de l'impact sur le profit, les articles leviers, par exemple, ça pourrait être de la quincaillerie, des articles à haut volume d'achat, mais où on a quand même un gros impact. Donc, au niveau des stratégies puis des principes pour les articles leviers, ce qu'on veut venir faire, c'est faire des achats de groupe. Donc, on vient normaliser les items dedans. Par exemple, utiliser des types de boulons standards, réduire la variabilité, ça donne plus de levier au niveau de la négociation. Il y a des normes industrielles à ce niveau-là, donc c'est facile de s'y rattacher.
Puis aussi, on essaie de faire la coordination dans les différentes unités d'affaires. Il y a certaines des personnes sur l'appel aujourd'hui qui travaillent dans des grandes organisations où on a plusieurs unités d'affaires. Des fois, les achats ne sont pas centralisés, ce qui vient minimiser l'impact qu'on a. Le deuxième dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est les articles critiques. Donc, c'est de la fabrication sur mesure, c'est des fabrications où on a besoin d'une expertise assez spécifique. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a une continuité du service puis d'apport en besoin. Donc, pour ça, il faut travailler avec plusieurs fournisseurs potentiels. Il faut bien connaître c'est quoi les possibilités. Il y a possibilité de mettre en place des contrats à moyen long terme qui permettent de s'assurer qu'on va avoir de la disponibilité ou des réponses dans des temps standards. Mais c'est important de venir simplifier ces requis-là pour réduire la complexité. Dans ces deux types de sous-traitance-là, c'est vraiment important de venir prendre soin des relations avec les fournisseurs. Vous allez voir, c'est un thème aujourd'hui dans le webinaire, là, mais les technologies permettent d'automatiser des tâches dans le but de libérer du temps pour ce qui a un gros impact. Et dans l'approvisionnement et la sous-traitance, c'est vraiment de travailler avec nos fournisseurs, avec nos partenaires. Si on vient regarder au niveau des tendances en matière d'approvisionnement, et ça, c'est de façon assez globale, un des premiers comportements qu'on voit qui a beaucoup de succès, c'est l'hyper-spécialisation des fournisseurs. C'est-à-dire, si on prend un atelier d'usinage, par exemple, d'aller chercher de l'équipement, des machines, un parc machine qui est spécialisé dans un type de fabrication. Ça pourrait être du 5-axes avec des tolérancements très, très précis. Donc, ça leur permet à ces entreprises-là d'avoir des prix qui sont super compétitifs et de maintenir des marges très intéressantes pour eux. Ça crée du gagnant-gagnant quand c'est bien fait. Un autre des mouvements qu'on a vu, c'est l'augmentation des inventaires. En anglais, ils appellent ça du just in case. Donc, suite à tous les comportements de chaîne d'approvisionnement qu'on a vus, ça devient important de s'assurer qu'on a de la capacité chez nos fournisseurs ou de l'accès aux pièces critiques pour éviter qu'il y ait des perturbations. Il y a un article qui est en lien, qui est cliquable, que mon collègue Nicolas va mettre dans le chat. Si vous écoutez en différé, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous le partager avec vous. Ça explique ces tendances-là, c'est en anglais, mais ça reste très pertinent. Deuxième des changements qu'on voit, c'est vraiment au niveau de la complexité des chaînes d'approvisionnement, quand on a des fournisseurs qui sont à l'étranger. Il y a des enjeux qui sont liés à ça. Pour y répondre, on a vu beaucoup de reshoring, donc de travailler avec des fournisseurs de proximité, soit sur le même continent ou même dans des rayons en centaines de kilomètres. La raison, c'est que dans les chaînes d'approvisionnement internationales, la communication peut être difficile juste par les différents fuseaux horaires, les différentes langues. Des fois, ce n'est pas les mêmes standards, les mêmes horaires. Ensuite, les délais d'exécution sont plus longs. Il y a tout l'élément du transport. Souvent, c'est du transport maritime quand c'est des pièces lourdes. Donc, ça ajoute des délais. Et beaucoup de partenaires vont avoir des quantités minimum requises pour faire ce genre de fabrication-là, en anglais du minimum order quantity. Le dernier des aspects qu'on voit beaucoup qui est en pleine croissance, c'est le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre qualifiée dans le domaine manufacturier est de plus en plus en demande et le taux de renouvellement ne soutient pas à la demande. Donc, on veut avoir des employés qui ont de l'impact sur leurs tâches. Puis aussi, c'est combiné avec une plus grande concentration sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on appelle le scope 3, c'est tout ce qui est les émissions des fournisseurs. On entend beaucoup, par exemple, dans le domaine aérospatial, la vision sur le net zéro d'ici 2050, c'est-à-dire être capable de compenser la production de gaz à effet de serre par différentes stratégies. Mais pour ça, il y a différents partenariats qui doivent être faits, puis il faut avoir la visibilité. Donc, on voit que ces nouveaux besoins-là sont différents de ce qui était avant. Ça nécessite des changements au niveau des meilleures pratiques. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, au niveau des meilleures pratiques, un des points qu'on entend beaucoup, si on pense au 4.0 ou juste les façons innovantes d'opérer, il faut avoir des bases de données à jour. Des bases de données sur les fournisseurs, sur les besoins, mais aussi sur les options qui sont disponibles. Ensuite, on veut augmenter l'optionnalité, avoir différentes opportunités quand on part en approvisionnement, puis avoir de l'agilité, être capable de rapidement changer d'un processus ou d'un partenaire à l'autre. Et pour être capable de faire ça, ça prend des relations solides avec nos fournisseurs. Donc, il faut libérer du temps pour faire ça, prendre des ententes à moyen et long terme et être capable de faire le suivi de tous ces changements-là, non seulement avec des indicateurs de performance qui sont qu'on peut mesurer par la suite de l'événement, mais aussi avec des leading indicators, comme on dit en anglais, où on est capable de voir un peu les tendances et vers où on se dirige.
Donc, on va embarquer rapidement dans la partie des problèmes. N'hésitez pas, comme on le disait, là, de mettre des questions ou même des expériences que vous avez dans le chat. On va essayer d'y répondre ou d'intégrer ça dans la présentation. Mais si on regarde au niveau des problèmes, on va commencer avec le processus typique de demande de soumission, là, en anglais RFQ, Request for Quotation. Donc, on part à gauche du diagramme avec des requêtes qui sont libérées à l'interne. Des fois, c'est les équipes de vente, les équipes d'ingénierie ou même logistique. Donc, on va avoir des caractéristiques pour nos pièces, nos besoins, des quantités puis des délais. Ensuite, ça va être analysé par une équipe d'approvisionnement ou d'achat qui va devoir identifier qui sont les bons partenaires pour faire le processus d'appel d'offres, de demande de prix. L'information est transférée généralement par courriel avec des fichiers Excel, des PDF, des modèles 3D. Et ensuite, on vient faire le suivi tout au long du processus pour avoir toute l'information pour prendre une décision. À ce moment-là, on peut identifier qui est le partenaire idéal, les informer du choix du fournisseur et ensuite rentrer dans ce qui est la gestion de la commande, les PO. Mais comme on le voit, c'est un processus où il y a beaucoup d'étapes, énormément de va-et-vient et c'est fait au travers de différents outils qui ne sont pas nécessairement adaptés à des processus d'approvisionnement. Donc, si on regarde au niveau des impacts que ça vient créer, il y a beaucoup de temps qui est alloué à des tâches qui ont peu de valeur ajoutée. Par exemple, faire un suivi régulier juste pour s'assurer qu'on a la soumission à temps, ça crée peu de valeur. Au niveau du personnel, il y a beaucoup de fatigue à ce niveau-là. Puis, puisqu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas une bonne utilisation des équipes de faire ce genre de tâches-là. Peu de productivité aussi avec ces processus-là. Le deuxième des points, c'est la visibilité sur les activités d'achat. Donc, souvent, on va être à la dernière minute, ce qui donne peu de façon d'analyser les opportunités. Ça se traduit par des prix plus élevés, des décisions qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Et tout ça, en même temps, on a des variabilités de prix sur lesquelles on a peu de levier. Une des façons, c'est de mettre de la pression sur les fournisseurs ou de faire des processus d'appel d'offres avec plein de fournisseurs impliqués, mais ça vient créer de la fatigue chez les fournisseurs et ça ne vient pas soutenir les relations, mettre l'emphase sur les bonnes relations, comme on le mentionnait un peu plus tôt. Donc, aujourd'hui, on catégorise ces problèmes-là en 4 boîtes. Là, vraiment, il y a ce qui se passe avant le processus d'appel d'offres, donc les informations qu'on a, les informations sur nos fournisseurs, sur nos requêtes. Ensuite, il y a tout le processus de ciblage, comment on vient identifier les partenaires. Ensuite, le suivi, on identifie que les gens sont débordés, ça laisse peu de temps pour travailler avec nos fournisseurs. Et le dernier, c'est tout ce qui est indicateur de performance, le suivi, les fameux KPI. Présentement, la façon dont les entreprises arrivent à naviguer dans cet environnement-là, c'est d'avoir des gens très performants qui sont impliqués dans le processus, soit des gens de la direction ou des acheteurs qui ont beaucoup d'expérience, mais ces gens-là ont un temps limité et c'est très en demande. Ensuite, on voit que les entreprises où on met des outils peu évolués pour les équipes d'approvisionnement, il y a beaucoup de roulement, il y a un contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc pour s'assurer qu'on va chercher des gens qualifiés qui ont un gros impact, il faut innover. Puis le dernier, c'est que si on ne travaille pas avec les bons indicateurs, on va souvent gérer les problèmes lorsqu'ils arrivent plutôt que d'essayer de les éviter. Donc, ça, si on le formule vraiment à haut niveau, c'est qu'au final, on a de la difficulté à travailler avec le bon fournisseur et ça se traduit par des prix plus élevés, des délais qui ne sont pas respectés, des fois des enjeux de qualité. Mais ici, du côté du fournisseur aussi, ce n'est pas idéal. Quand on a un bon maillage, les prix sont meilleurs, les marges sont intéressantes chez les fournisseurs, puis tout le monde est gagnant. Donc, on va regarder comment on est capable de régler ces différents problèmes-là. Ce qu'on a comme objectif, c'est de transformer les processus de sourcing et d'approvisionnement en levier pour une organisation. C'est une activité qui peut avoir un gros impact. Si on a des bonnes relations d'affaires avec nos partenaires, on est capable d'avoir plus d'agilité, plus d'impact, puis aussi de créer ces relations-là qui sont pérennes à long terme. Donc, ce qu'on veut faire pour trouver le bon fournisseur, c'est des gens chez qui on a une grande confiance, des entreprises avec qui on a une grande confiance, que ce soit parce qu'on a de la donnée qui est à jour ou parce qu'on connaît bien ces entreprises-là. Ça se traduit par une qualité qui est élevée. Ensuite, on veut travailler avec des fournisseurs qui ont une expertise pour ce genre de fabrication-là. Ces entreprises-là vont être capables de donner des très bons prix sans réduire leur marge. Et comme on veut des relations à long terme qui sont pérennes, c'est important que ce soit gagnant-gagnant. Le dernier des points, c'est de s'assurer que les fournisseurs avec qui on veut travailler ont de la capacité pour les besoins qu'on a identifiés. Sinon, on s'attend à avoir des enjeux au niveau des livraisons. Donc, vraiment, nous, ce qu'on vise à faire, c'est de travailler avec les bons partenaires, établir des relations pérennes et maintenir de l'information qui est à jour pour s'assurer qu'on puisse le faire de façon efficace.
Donc, on va séparer les enjeux et les opportunités en 4 phases. La première qui est avant le processus d'approvisionnement. Deuxième qui est au début lorsqu'on lance les demandes. Ensuite, tout le suivi au cours du processus. Et à la fin, comment on regarde l'information. Ici, c'est une boucle qui se ferme puisque l'information qu'on collecte à la fin d'un processus est ajoutée dans nos bases de données pour faire du meilleur ciblage par la suite. Je vois qu'on a Michel Guy qui a posé une question. Michel, tu peux te démuter ou écrire dans le chat là, ce qui est le plus simple pour toi. Dans le fond, je voulais juste mentionner que souvent, les compagnies ne prennent pas le temps de vraiment décortiquer comme du monde leur projet et souvent drop dans la cour des approvisionnements un projet incomplet ou non précis, ce qui cause énormément de roches dans l'engrenage ou de sable qui va ralentir l'approvisionnement ou même tout simplement pas avoir le bon produit et occasionner du back and forth avec ton équipe simplement. La perte de temps devient énorme à ce moment-là. Donc, c'est sûr qu'avant de vraiment tout lancer en appro, s'assurer aussi que ce dossier-là doit être géré efficacement. C'est une super bonne intervention, Michel. Puis ce qu'on observe souvent, c'est que les entreprises vont faire de leur mieux en essayant de sauver du temps. Ils rajoutent du temps plus loin dans le processus ou réduisent l'impact et la performance. Puis on a identifié des stratégies pour répondre exactement à l'enjeu que tu viens de mentionner. Fait que si on regarde la gestion des données, c'est recueillir les informations clés. Comme tu l'indiquais, ce n'est pas juste l'information sur les fournisseurs, mais aussi sur les requêtes. Est-ce que j'ai mes dessins? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Ensuite, le ciblage des fournisseurs, ce n'est pas tous les partenaires qui sont non seulement équipés ou intéressés à faire le travail. Donc, on veut s'assurer qu'on identifie les bons partenaires potentiels. Et ensuite, tout au long du processus, il y a des actions qui ont un gros impact sur les résultats. On veut s'assurer que les équipes ont le temps de se concentrer sur ces tâches-là. Encore une fois, bâtir les relations avec nos partenaires et les impliquer dans le processus. Dernier des points, c'est tout ce qui est le suivi puis les rapports. Donc, comment on peut avoir de la visibilité sur le processus, puis impliquer cette information-là dans notre gestion par la suite. Fait que gestion des données, c'était une super belle intervention parce que c'est un des problèmes que j'ai observé dans mon expérience personnelle ou avec les gens avec qui j'ai travaillé, l'information manquante. On a essayé d'envoyer une demande de prix trop rapidement, mais finalement, au moment où on vient pour recevoir des soumissions, il faut repartir en recherche d'informations. Donc, c'est très laborieux. La compréhension limitée des exigences, c'est-à-dire, des fois, on va voir un processus de sous-traitance, on va dire, j'ai besoin de 8 unités de cette pièce-là, c'est de l'usinage CNC. Il y a différents types d'usinage CNC. Par exemple, ça peut être du 3 axes, du 5 axes. Est-ce que c'est du tournage? Est-ce que c'est du milling, comme on dit en anglais? Puis en fonction de ces exigences-là, ce n'est pas tous les partenaires qui vont être les meilleurs. Et pour bien comprendre les informations, ensuite, il faut identifier les bons partenaires. Donc, des fois, on utilise l'information qui est obsolète chez les fournisseurs. J'ai vu beaucoup de courriels, par exemple, qui ne sont pas à jour, des entreprises qui ne souhaitent plus faire un certain type de fabrication. Donc, ça devient difficile de mettre à profit ce réseau-là. Et finalement, les fournisseurs ont une charge de travail qui évolue au travers du temps. Donc, aujourd'hui, le fournisseur qui est le plus disponible et le plus compétent n'est pas nécessairement le même partenaire, le même fournisseur dans 6 mois. Donc, avoir cette information-là qui n'est pas prise en considération, ça a un gros impact. Il y a une étude que Nicolas va partager aussi dans le chat de Tealbook, une entreprise qui se spécialise dans la gestion de la donnée des fournisseurs. Eux, ils ont fait une analyse avec plusieurs milliers d'entreprises, puis ils se sont rendus compte que au niveau des responsables des achats, 41% des responsables d'achat ont perdu des opportunités commerciales à cause d'une mauvaise gestion des informations sur les fournisseurs. Puis dans l'étude qui est assez complète, on peut voir c'est quoi le type d'impact. Mais vraiment, avoir l'information en amont, c'est nécessaire pour un bon processus. Donc, au niveau de la bonne configuration, on vient parler d'avoir toutes les informations qui sont disponibles avant de lancer le processus, que ce soit fournisseur ou sur la requête. Ensuite, on va avoir une bonne compréhension des besoins pour être capable de faire une bonne identification, mais aussi on veut que l'information chez les fournisseurs soit à jour et ça comprend leur capacité, leur équipement, mais aussi leur disponibilité et leurs intérêts. Donc, au niveau des bonnes pratiques puis des stratégies qu'on peut mettre en place, on peut avoir, avant de lancer les requêtes, des processus de validation standards et aussi impliquer une personne technique. On voit que souvent, il y a des éléments, par exemple, dans le dessin qui nécessitent une validation. Si, pour répondre à cette question-là, le fournisseur a besoin d'appeler l'acheteur qui, lui ou elle, va appeler l'ingénierie, ça crée beaucoup de maillons qui alourdissent le processus. Donc, idéalement, que les équipes
qui ont défini les requis puissent parler avec les fournisseurs à des moments clés dans le processus. Ça sauve beaucoup de temps et ça a un gros impact. Une autre des stratégies qui a énormément de succès, c'est d'identifier les fournisseurs clés, que ce soit 5, 10 ou 20 fournisseurs, et d'avoir une revue régulière au trimestre ou même au mois pour discuter avec eux de leur performance, mais aussi de leurs objectifs et de leurs enjeux à court et long terme. Parce qu'encore une fois, on veut faire des relations qui sont pérennes sur une longue durée de temps, et ça passe par des bonnes collaborations et de la communication. Au niveau des technologies qu'on peut mettre en place, si on prend les technologies de base, là, vraiment des logiciels comme un ERP ou un fichier Excel, c'est important d'avoir des bases de données fournisseurs qui sont centralisées et mises à jour régulièrement. Il y a moyen de partager cette information-là, que ce soit sur Excel, partagé à l'interne, dans un Google Drive, mais s'assurer que c'est mis à jour régulièrement et partagé. Mais si on veut aller un peu plus loin, il y a des technologies avancées. J'en ai mis 3 en bas qu'on connaît bien, Tealbook, Scoutbee et Matchery. C'est des entreprises qui se spécialisent dans l'enrichissement de l'information fournisseur. Donc, quand vous voulez identifier des nouveaux partenaires potentiels, vous pouvez mettre en place leur système et identifier ces gens-là. Ce qui est important, c'est d'y aller de façon suivie. Parfait. Le deuxième des points, une fois qu'on a nos requis et qu'on a compris qu'est-ce qu'on doit sous-traiter, qu'on comprend bien qui sont nos fournisseurs potentiels, il faut faire un bon processus de ciblage. Ce qu'on observe beaucoup, c'est souvent de l'approvisionnement avec un seul fournisseur. On est débordé, on n'a pas le temps de regarder c'est qui les opportunités. On appelle un partenaire, le fournisseur va nous donner un prix. L'enjeu avec ça, c'est que des fois, les prix vont être très élevés parce que le fournisseur n'a pas nécessairement la capacité, mais il veut s'assurer de ne pas perdre d'argent sur un contrat. Donc, on vient mettre un gros buffer, comme on dit en anglais. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement gagnant pour le fournisseur ni pour le donneur d'ordre. Deuxième des enjeux qu'on voit ou des mauvaises configurations, c'est vraiment de travailler avec des nombres de fournisseurs limités, encore une fois, parce qu'on veut sauver du temps, mais au final, on n'a pas nécessairement les bonnes réponses. Des fois, on n'a même pas de soumission, donc il faut repartir en processus d'appel d'offres. Et une des raisons pourquoi on n'a pas de soumission, c'est qu'on n'a pas fait un bon lien entre les capacités et les besoins. J'ai vu beaucoup, moi, quand je travaillais, des fournisseurs qui sont invités à soumissionner sur des pièces où ils n'ont même pas la technologie pour le faire. Fait qu'on demande de faire du tournage de haute précision alors que le parc machine du fournisseur, c'est du milling, du fraisage. Donc, c'est une perte de temps parce que les équipes d'approvisionnement s'attendent à avoir une soumission, puis le fournisseur perd son temps parce qu'il ne peut même pas faire le travail. Finalement, pas de processus et de documentation standard. Donc, il y a plein d'outils pour standardiser la façon dont on demande les prix ou les détails. Il y a des avantages à standardiser ça. Au niveau des bonnes configurations, on parle d'aller chercher 3 à 5 fournisseurs ciblés. Pourquoi on essaie de ne pas aller chercher beaucoup plus que ça? On pourrait mettre 50 fournisseurs dans un processus d'appel d'offres, mais puisqu'il y en a un seul qui va gagner, ça fait un taux de conversion en moyenne de 2%. Ça fait 49 personnes qui ont soit perdu leur temps ou qui sont déçues, alors qu'il y a une seule personne avec qui on travaille. Donc, l'idée, c'est de travailler avec les bonnes personnes. Pour ça, il faut avoir un bon processus de ciblage. On vient regarder les exigences, l'expertise du fournisseur, puis aussi la disponibilité. Et le dernier des points, c'est les processus standards. Donc, si on vient regarder au niveau de comment on peut standardiser ces processus-là, on peut créer des sous-groupes de fournisseurs. Donc, par exemple, j'aurais l'usinage CNC, le fraisage. Puis après ça, je pourrais avoir dans mon fraisage, si je fais beaucoup de commandes de fraisage, je pourrais le séparer en haute précision et petite précision. Si dans votre entreprise, ce qui varie, c'est les quantités, on pourrait avoir un groupe de fournisseurs pour moins de 100 unités et plus de 100 unités. Ce genre de sous-groupe-là va vraiment dépendre de vos besoins et de votre réseau de fournisseurs, mais c'est important d'impliquer vos partenaires là-dedans pour qu'eux vous donnent l'information. Par exemple, je ne veux pas soumissionner sur des commandes de moins de 200 unités ou moins de 2000 $, par exemple. Ensuite, c'est d'utiliser ces sous-groupes-là dans les demandes et vraiment, ça vient dépendre de ce qu'on a compris de la requête, la quantité, la spécificité, pardon. Et donc de faire un bon ciblage, mais finalement de faire un exercice régulier pour regarder si on a les bons partenaires dans ces sous-groupes-là. Puis une des bonnes façons de voir si on a les bons partenaires, c'est est-ce qu'on arrive à avoir les délais dont on a besoin et est-ce qu'on a un bon engagement. Si on cible 3 fournisseurs et qu'il y en a 3 qui répondent, c'est un scénario idéal. Mais si on se rend compte qu'on tombe en dessous de ça, puis on a un bel exemple aujourd'hui dans le webinaire où on parle de ces cas-là, il faut trouver des nouveaux partenaires.
Au niveau des technologies qui sont disponibles, encore une fois, avec des technologies de base, on peut utiliser des boîtes de courriel partagées dans lesquelles on va avoir des templates de courriel, on va avoir différentes catégorisations, fait que ça permet aux équipes de collaborer autour des requêtes. Si on va aller plus loin dans les outils de ciblage de fournisseurs, il y a des plateformes que vous connaissez peut-être, mais SAP a une extension qui s'appelle Ariba, qui est pour la gestion des fournisseurs. On appelle ça du source to pay en anglais, mais c'est pour cibler les fournisseurs et gérer les contrats. Jagger et Coupa. Dépendamment du type de besoin, il est possible qu'une de ces solutions-là puisse vous aider dans vos opérations. Si on vient regarder au niveau de la gestion des requêtes, donc c'est tout au long du processus. Ici, il y a beaucoup de temps qui est consacré au suivi, puis souvent, c'est des suivis qui n'ont pas de valeur où le fournisseur va soumissionner. On les appelle 2-3 fois pour être certain qu'on va avoir la soumission à temps. Eux perdent leur temps à vous répondre. Vous avez l'information dont vous avez besoin, mais ce n'est pas le plus efficace. Ensuite, il y a la consolidation manuelle des données, surtout si on n'a pas de standard de capture d'informations. Des fois, on va recevoir des PDF, des fois, l'information est dans le courriel et d'autres fois dans des fichiers Excel où les fichiers Excel n'ont pas le même format. Par exemple, le prix a des virgules dedans, donc on ne peut pas faire d'analyse rapide dessus. Donc, il faut faire la saisie, il y a des erreurs et beaucoup de temps associé à ça. Ensuite, on vient de travailler avec des indicateurs décalés, donc on regarde vraiment quand on a reçu les soumissions, mais il n'y a aucun suivi ou aucune mesure qui est prise en amont. Donc, c'est juste si on est en retard ou qu'il nous manque de l'information qu'on est capable de prendre action. Puis finalement, puisqu'on passe beaucoup de temps sur toutes ces tâches-là opérationnelles qui créent peu de valeur, on passe moins de temps avec nos partenaires et on croit que c'est ça qui a un gros impact. Au niveau des bonnes configurations, puis ce qu'on souhaite mettre en place, c'est rapidement savoir si le fournisseur va soumissionner ou non. Ça, on peut le faire avec la technologie ou aussi avec des bonnes pratiques d'indiquer à nos fournisseurs, lorsqu'ils ont un désir de soumissionner, de le mentionner le plus tôt possible. Comme ça, on évite de faire des suivis qui n'ajoutent pas de valeur. Ensuite, plutôt que de passer du temps à consolider la donnée, on souhaite passer du temps sur l'analyse de la donnée. Il y a différents scénarios. Des fois, ça va être les quantités minimum requises. Des fois, ça va être le prix. Des fois, c'est les délais. Et à ce moment-là, ça devient intéressant de consacrer du temps avec les fournisseurs. Peut-être qu'un fournisseur a mis une date de livraison tard, mais que si on communique avec, il pourrait séparer la livraison en 2 batchs. Comme ça, on peut avoir une première batch pour notre assemblage de la semaine suivante et une deuxième après. C'est le type d'intervention qui peut avoir un énorme impact sur vos opérations et ça crée vraiment du gagnant-gagnant, mais ça nécessite du temps et c'est du temps qui vaut la peine d'être investi. Au niveau des bonnes pratiques et des stratégies qu'on peut mettre en place, c'est communiquer vos attentes avec les fournisseurs en amont le plus possible puis les impliquer dans le processus. Il est possible que leur intervention soit vraiment tôt dans le processus ou à la fin, une fois qu'on a les options, mais on veut qu'ils participent à ça. Ensuite, c'est standardiser et automatiser toutes les tâches qui ont peu de valeur, que ce soit de la consolidation d'informations, que ce soit des suivis ou tout ça. Si on retire ces tâches-là des équipes d'achat, ils peuvent passer plus de temps avec leurs fournisseurs ou même faire des tâches stratégiques, de regarder les différentes données et options qu'ils ont pour s'assurer que les meilleures décisions sont prises. Les technologies qui permettent de faire ça, on a encore les logiciels que j'ai mentionnés tantôt, c'est des logiciels de relation avec les fournisseurs. Mais si on prend juste des outils de base, il est possible de faire des gabarits de soumission, par exemple, que ce soit dans un fichier Excel qui est standard et utiliser des macros dans Excel pour faire l'analyse et la consolidation. Ce qui est important ici, c'est vraiment d'impliquer vos fournisseurs là-dedans. On entend beaucoup d'entreprises qui essayent d'imposer des standards qui ne sont pas cohérents avec comment les fournisseurs fonctionnent, donc ça crée de la friction. Alors que si vous avez des communications régulières puis vous comprenez leur façon d'opérer et vos objectifs, il y a moyen de rallier les deux de façon efficace. Le dernier des points, qui est tout ce qui est la génération des différents rapports et le suivi des indicateurs de performance, c'est pour avoir une visibilité sur qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, beaucoup d'entreprises n'ont pas le temps de mettre ça en place. Donc, soit il y a peu d'indicateurs de performance, KPI en anglais, ou ces indicateurs-là ne sont pas mis à jour de façon régulière. Puis un indicateur qui n'est pas mis à jour de façon régulière, ce n'est pas utile. On ne peut pas y faire confiance puisqu'on ne sait pas si l'information est bonne. Finalement, c'est vraiment de se concentrer sur les indicateurs de performance qui arrivent à la suite d'un processus. Donc, c'est vraiment pour régler des problèmes plutôt que de les éviter. Ce qu'on vient recommander, puis ce qui sont les meilleures pratiques dans l'industrie, c'est vraiment d'avoir différents jeux de données et indicateurs de performance clés où on est capable de faire un suivi, par exemple, au niveau du département, au niveau de l'individu qui fait le processus d'achat ou même par fournisseur, parce que cette information-là va avoir un impact sur les décisions qu'on veut prendre. C'est vraiment important que cette information-là soit mise de façon soit à jour, soit automatique, mais au moins de façon régulière pour qu'on puisse faire confiance aux indicateurs,
Sinon, ça ne devient pas un outil qui est utile. Le dernier des points, c'est de combiner les indicateurs en amont. Par exemple, un fournisseur qui confirme qu'il va soumissionner, c'est une donnée qui vous permet d'adapter votre comportement. Si vous ciblez 5 fournisseurs et que les 5 vous disent qu'ils ne soumissionneront pas besoin d'attendre la fin de l'appel d'offres pour acheter de nouveaux fournisseurs. On est capable de prendre action en amont et de s'assurer qu'on a les résultats dont on a besoin. Donc, au niveau des meilleures pratiques, c'est vraiment de prendre les objectifs de l'organisation, du département, regarder de façon annualisée ou au quart, dépendamment de comment vous fonctionnez, puis d'identifier c'est quoi les indicateurs de performance clés qui vont se rattacher avec ces objectifs-là. Si c'est de la réduction de coûts, par exemple, est-ce que j'ai le bon nombre de soumissions? Si c'est de la réduction des délais, est-ce que je travaille avec des fournisseurs de proximité? Si c'est des enjeux de qualité, quelles sont les informations nécessaires pour cibler les bons fournisseurs? Donc, à partir de ça, on peut identifier les bons indicateurs et on vient s'assurer de les mettre à jour de façon régulière et de les ajuster aux besoins, parce qu'il est possible qu'un indicateur qui était pertinent il y a un an le devienne moins aujourd'hui ou qu'un nouvel indicateur doit être ajouté. Finalement, c'est important d'impliquer vos fournisseurs dans ce processus-là. Si, par exemple, c'est des objectifs d'augmentation de la compétitivité ou de réduction des délais, certains de vos fournisseurs vont adapter leur façon de soumissionner pour s'assurer qu'ils répondent à vos besoins. Au niveau des technologies, je suis convaincu que la plupart des personnes sur l'appel aujourd'hui ont déjà vu des rapports Excel puis des PowerPoint. Ça reste un bon outil. Ça reste un bon outil de communication à l'interne. C'est aussi quelque chose sur lequel on peut faire le suivi. Par contre, ce qui est important, comme je l'expliquais, c'est de faire des mises à jour qui sont régulières et bien structurées. Mais si on souhaite aller plus loin, il y a des outils de tableau de bord qui font des mises à jour en temps réel. Tableau puis Power BI, ça fait partie des plus populaires dans le domaine manufacturier. Ces logiciels-là peuvent être soit connectés sur votre ERP ou quelle que soit la base de données que vous utilisez pour permettre d'avoir le suivi en temps réel. Donc, si on vient résumer les meilleures pratiques pour le processus d'appel d'offres, le premier, c'est d'avoir des bases de données qui sont à jour, autant sur vos requis que sur vos partenaires. Ça, c'est vraiment la fondation pour venir faire les différentes améliorations dont on a besoin. Ensuite, c'est de venir cibler les bons fournisseurs. Puis cibler les bons fournisseurs, ça nécessite de comprendre la requête et de comprendre leur capacité puis leur spécialisation. Et une fois qu'on les a ciblés, c'est de venir faire des suivis avec des actions qui ont un gros impact, par exemple, d'adapter les besoins, d'impliquer les fournisseurs dans la résolution de problèmes. Ça permet aussi de raccourcir le processus d'appel d'offres. Puis le dernier des points, c'est d'avoir les bons indicateurs de performance, non seulement de les mettre en place, mais de les analyser pour prendre des actions correctives au bon moment et avoir le plus gros impact. Donc, ça permet de réduire les risques d'enjeu. Maintenant, on va regarder un peu la façon de mettre ça en place. C'est un processus qui est assez important. C'est un processus itératif. Donc, si on regarde au niveau des défis, on a identifié qu'il y a 4 moments dans le processus d'appel d'offres, avant, au début, pendant et après. Ça devient important de regarder pour vos objectifs à vous, c'est lequel de ces moments-là dans le cycle qui a le plus gros impact. Par exemple, est-ce que votre base de fournisseurs est à jour et vous permet de faire le bon processus? Il est possible que ce soit l'élément le plus important ou non. Donc, ce qu'on vient faire, c'est en fonction des objectifs à plus grand niveau qu'on a identifiés, dresser une liste de 5 à 10 défis dans chacune de ces catégories-là, ou en fait, parmi ces catégories-là, pour avoir au final 5 à 10 objectifs sur lesquels on peut travailler, et c'est de venir les prioriser. Donc, on vient prendre une matrice où on regarde l'importance relative et l'urgence, et dépendamment de où se positionnent ces besoins-là, il va devenir évident que certains des défis qui devraient être priorisés. Puis après ça, on peut regarder c'est quoi les options qui sont disponibles. Une fois qu'on a priorisé ces défis-là avec leurs solutions associées, on y va de façon itérative. Donc, on a identifié le besoin, on le priorise, on vient rapidement faire un déploiement pour être capable de mesurer si effectivement on a l'impact qu'on souhaite avoir. Puis si on a l'impact qu'on souhaite avoir, on continue dans ce sens-là, soit on améliore la solution, on peut la rendre un petit peu plus complexe, plus sophistiquée, ou si on n'a pas l'impact désiré, on teste une nouvelle solution. Ça permet d'éviter de faire des investissements majeurs dans des grandes technologies qui, au final, n'ont pas l'impact dont on avait besoin, et ça permet de rapidement avoir les résultats escomptés. Donc, si on regarde vraiment la façon de faire de l'amélioration continue, c'est d'identifier les problèmes, ensuite on vient les prioriser, on vient trouver les solutions qui sont associées à ça, et on y va de façon itérative où il y a une validation qui fait partie du processus. Est-ce qu'effectivement on a déplacé l'indicateur de performance dans la bonne direction? Maintenant, on parlait d'une étude de cas. Ça, c'est un dossier sur lequel j'ai été impliqué presque à temps plein.
Donc, dans l'organisation, c'est une grande compagnie manufacturière qui a beaucoup de fournisseurs et les besoins qui étaient couverts par ce processus d'appel d'offres-là nécessitaient d'avoir plusieurs soumissions parce que souvent, c'était le délai, des fois, c'était le prix qui variait, mais c'était nécessaire d'avoir différentes options pour minimiser les compromis et être capable de faire preuve d'agilité. Donc, ce que la compagnie avait identifié comme objectif, c'était minimum 3 soumissions, c'est-à-dire 3 prix et délais disponibles pour chacune des demandes. Et il y avait un suivi qui était mis en place. Donc, on était capable de voir à la fin de chaque mois combien de soumissions on avait reçues en moyenne. Et on a remarqué à partir du mois de novembre qu'on est passé de 4 soumissions, qu'on était à la baisse vers le mois de février. Avant de tomber en dessous de l'indicateur, on avait déjà noté une diminution de l'engagement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le problème a été identifié grâce à des outils de suivi et des indicateurs de performance. Et on était capable de faire un processus de résolution de problèmes où, avec l'information qu'on avait, on a identifié des risques, puis on a communiqué avec les fournisseurs. C'est vraiment la meilleure façon de régler ces problèmes-là. Un des fournisseurs clés qui soumissionnait sur l'ensemble des requêtes avant nous a indiqué qu'il était complètement débordé et que pour les 2 trimestres à venir, ne souhaitait pas soumissionner. Par contre, c'est important pour lui de maintenir une bonne relation d'affaires et de rester disponible après cette période charnière-là. Donc, avec cette information-là, on était capable d'identifier des stratégies pour mitiger les risques et ça a été d'ajouter des nouveaux fournisseurs additionnels qui répondaient à ce type de besoins-là. Puis, on voit dans le tableau à droite qu'on a eu une augmentation par la suite du nombre de soumissions en moyenne par PM, part number fermé, et qu'on a atteint qu'on était en dessus de la cible. Ici, il y a vraiment eu plusieurs éléments qui ont eu un impact sur notre succès. Le premier, c'est d'avoir de la donnée en place qui était alignée avec les objectifs qu'on avait, c'était d'être agile et d'avoir plusieurs options. Donc, à partir de 3 soumissions, on considérait qu'on était capable de le faire. Le deuxième des points qui nous a beaucoup aidé, c'est d'impliquer le fournisseur dans la résolution de problèmes. Donc, ce sont les experts dans leur réalité. Et comme on a expliqué c'était quoi nos objectifs et nos besoins, ils ont été capables de proposer avec nous des solutions. Donc, en conclusion, si on vient regarder la façon d'améliorer les processus de sourcing, si on regarde au niveau des tendances, on a parlé de l'hyper-spécialisation, il y a aussi des stratégies d'augmentation d'inventaire. Évidemment, ça dépend de c'est quoi la réalité de votre organisation. Je vous invite à regarder ça ou nous contacter pour qu'on puisse en parler un peu plus en détail. On a vu des très beaux résultats à ce niveau-là. Le deuxième, c'est qu'avec l'augmentation de la complexité des chaînes d'approvisionnement, il y a un désir de ramener la production à proximité. Évidemment, ça dépend des types de besoins, mais ça permet de réduire le risque, d'être plus agile sans compromettre nécessairement les prix. Et le dernier, c'est d'être conscient qu'il y a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, s'assurer que nos équipes vont travailler sur des tâches à haut impact pour minimiser le roulement, puis aussi s'assurer qu'on crée le plus de valeur possible et toujours avoir en arrière-pensée que les émissions de gaz à effet de serre deviennent de plus en plus importantes, puis il y a des stratégies à mettre en place à long terme pour être capable de faire ça. Au niveau des enjeux, on a séparé les cycles d'approvisionnement en 4 phases qui sont toutes reliées les unes avec les autres. Au niveau des enjeux, la première, c'est qu'on va travailler avec de l'information qui est obsolète, autant sur les fournisseurs que sur les besoins de fabrication qu'on peut avoir. C'est que l'information obsolète ou partielle. Le deuxième, c'est qu'au niveau du processus de ciblage, des fois, c'est sous-optimal, c'est basé sur la connaissance tribale là, ou vraiment sur des pratiques qu'on a mais qui ne sont pas les meilleures. Ensuite, puisqu'on est débordé dans le processus d'appel d'offres, ça limite le temps qu'on est capable de passer avec nos partenaires et les fournisseurs. Et finalement, si on travaille avec les mauvais indicateurs ou pas d'indicateurs, notre capacité à voir les enjeux avant qu'ils arrivent est fortement limitée. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est venir mettre en place des bases de données de fournisseurs et compréhension des besoins qui sont régulièrement mises à jour. Ensuite, c'est de venir cibler les bons fournisseurs dans le processus et de libérer du temps tout au long du processus pour être capable de travailler avec eux pour arriver aux meilleures conditions. Et finalement, c'est vraiment de venir mettre en place les bons indicateurs de performance et que cette information-là soit remise dans la boucle pour que pour les prochains appels d'offres, on prenne ça en considération. Au niveau des solutions qui répondent à ça, il y a une grande demande dans le domaine de la manufacture, de la chaîne d'approvisionnement. Au mois d'octobre à Amsterdam, il va y avoir une grande conférence sur l'innovation en supply chain. Axia fait partie des conférenciers là-bas. Ceux qui sont intéressés, il y aura de la documentation en amont, mais aussi par la suite, on va voir plein de solutions, que ce soit dans l'approvisionnement ou même dans la chaîne, dans la supply chain et aussi tout ce qui est logistique. Ça va être très pertinent.
finalement, si vous avez une chose à retenir avec la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de venir comprendre vos fournisseurs avec de la donnée et de vous permettre de renforcer vos relations avec eux. C'est comme ça que vous allez avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont performantes et pérennes dans le temps. Donc, ça fait vraiment le tour de la présentation d'aujourd'hui. Comme j'expliquais, le matériel est enregistré, va pouvoir être partagé par la suite. Si vous voulez le revisionner, le partager avec des collègues, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on va rester sur l'appel pour répondre à vos questions ou vos commentaires.